Les vraies voix du rugby, l'émission rugby du lundi, toute l'actualité bien sûr au sommaire ce soir. Il a connu l'Angleterre en tant que coach, il officie aujourd'hui dans un club de Pro D2 à l'accent british. Pierre-Henri Broncan sera notre premier invité, il sera 20h15, 20h30. Il a porté le maillot bleu pendant plus de 10 ans, a fait souvent mal aux Anglais. Louis Picamol sera avec nous pour se projeter. Et oui, King Louis sera avec nous pour se projeter sur le crunch parce qu'on est à 5 jours d'un certain Angleterre-France. On était avec Johan Huget, avec Philippe Spanghero, bien sûr, les consultants Sud Radio, puis avec vous au 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Salut Johan, salut Philippe. Bonsoir monsieur, bonsoir François. Salut messieurs. Et bonsoir Quentin Cabanis, l'homme qui est aux manettes mais qui est aussi là, qui veille, qui est partout, qui scrute toutes les infos, les dernières infos de la planète ovale de ce lundi 3 février. On est le 3 février, oui, c'est ça. Il se passe des choses sur la planète rugby. Alors j'étais pas à Marcoussis, mais je peux vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'à l'entraînement, Mathieu Jalibert avait le numéro 10 dans le dos à la place de Romain Ntamak qui, je vous le rappelle, est suspendu après son carton rouge reçu ce week-end lors de la victoire de l'équipe de France face au Pays de Galles 43-0. On connaîtra d'ailleurs la durée d'absence de Romain Ntamak mercredi. Ce sera son passage en commission. Deux autres nouvelles concernant le 15 de France. Damien Penaud, forfait face aux Gallois, ne s'est pas entraîné aujourd'hui, tout comme Paul Boudouan qui ont fait des exercices à part. En ce qui concerne la justice, on a des nouvelles de Mohamed Aouas. Le parquet propose une sanction de 3 mois ferme assortie d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et un retrait de permis de conduire de 6 mois après un contrôle au volant en état d'ivresse. Mohamed Aouas a lui choisi d'accepter une amende mais refuse la peine de prison. Il va donc faire appel. Et puis enfin, c'est l'info du week-end. Stuart Lancaster n'est plus le manager du Racing 92. Il est remplacé par Patrice Colazo sur le banc des Ciels et Blancs. Ouais, et on va faire d'ailleurs réagir tout de suite. Merci Quentin, bien sûr, t'es là, t'interviens toujours. Tiens, si vous voulez une autre nouvelle, Jamie George est de retour dans le groupe anglais pour affronter l'équipe de France. Ben voilà, le talonneur expérimenté qui n'est plus capitaine, mais qui sera dans le groupe. Ford aussi, Quentin. Certainement, je te crois sur parole. D'accord. Attention, on va en parler bien sûr des Anglais parce qu'on est à 5 jours du crunch, le fameux Angleterre-France. Deuxième journée du tournoi. On va s'arrêter quand même dans le tour de table des vraies voix du rugby avec Philippe Spanghero et Johan Huget sur les principales infos. Celle qui concerne, le club du Racing, Johan et Philippe ensuite. Patrice Colazo qui arrive avec son casque de pompier là pour essayer de remettre un petit peu d'ordre. C'est pas la première fois qu'il intervient. Il était aussi intervenu à Montpellier après être évincé de et à Brive aussi. Ouais. Donc il connaît un peu le système et voilà, il va courir un peu contre le temps. Mais il fallait un électrochoc. Le Racing ne pouvait plus continuer comme ça, surtout après cette défaite contre la dernière, c'était Castres, qui était quand même Castres qui peut encore marquer 3 essais facilement et le score est bien pu être bien plus lourd. Mais j'aurais aimé revoir le duo Garbajosa Colazo. C'était un bon duo que j'aimais beaucoup. Mais voilà, c'est une très bonne nouvelle en tout cas pour le Racing et j'espère qu'il va apporter un peu sa patte. Ouais, Philippe, Patrice Colazo avait fait une mission comme ça, un peu sauvetage à Brive, ça s'était prolongé. Une mission sauvetage à Montpellier qui ne s'est pas prolongée puisqu'ils avaient choisi, et notamment Moed Altrad, un staff plus MHR. Est-ce que là, Patrice Colazo pourra faire plus que les 5 mois qui lui restent ? Alors, je crois que potentiellement la mission peut s'étendre parce que, en effet, il y a des missions où il y a plus à perdre qu'à gagner. J'ai l'impression, mais ça c'est très personnel, que là c'est un peu l'inverse. C'est vrai que on n'a pas l'impression que ce Racing puisse aller encore plus mal, si ce n'est se retrouver en position de relégable, de barragiste ou de dernier. Il faut qu'il commence à regarder vers là. Ça me paraît être la bonne personne, Patrice. D'abord parce qu'il a fini en tant que joueur dans ce club et il a fait ses armes en tant qu'entraîneur en espoir 2 ans dans ce club. Donc il a quand même une lecture du fonctionnement de Jackie Lorenzetti qu'il a côtoyé. Et ensuite, là, il faut aller chercher des ressorts très émotionnels dans un premier temps parce que ces joueurs-là, ils sont capables de proposer autre chose, on en est sûr, on n'en doute pas, ils ont été capables de le faire par à coup et donc là, il faut d'abord aller les chercher un peu sur l'ego, l'affect et je pense qu'en ça, Patrice est la bonne personne sur le marché et c'est vrai que comme le disait Johan, ils avaient formé un super duo à La Rochelle avec Xavier Garbajosa, mais je crois qu'il est déjà un peu impliqué à Toulouse, donc voilà, c'est Patrice seul. C'est un peu différent pour moi dans le contexte du Montpellier. Ça ressemble à Brive, mais c'est très différent de Montpellier. D'abord parce qu'il y avait quand même
Bernard Laporte au-dessus, qui avait un vrai regard sur le sportif. Et puis, ils étaient très nombreux à partager la décision. Là, il sera seul aux manettes. Donc, ça lui appartient. Voilà, moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le Racing. Est-ce qu'il y a compatibilité avec les adjoints? Parce que, il y avait eu un staff qui s'était construit en un week-end à Montpellier, avec Vincent Etcheto, avec Christian David. Avec Fred Michalak à Toulouse. Donc, il y a quand même une patte toulousaine qui peut ressurgir de le fait qu'ils aient joué ensemble. Et voilà, il va arriver sur la pointe des pieds, observer dans un premier temps, même s'il faut qu'il aille vite. Après, il faut qu'ils enlèvent cette dépendance de Ficou, de Nolan Le Garec. Dès qu'ils sont absents, on le ressent dans l'effectif. C'est terrible. Il n'y a personne qui arrive à prendre ce leadership. Donc, à lui de trouver les ressorts et les joueurs qui sont capables, dans les absences de Gaël ou de Nolan Le Garec, d'amener cette équipe vers la victoire. Parce que sinon, dès qu'ils sont absents, c'est défaite assurée. Oui, l'électrochoc, tu penses que, on va dire, sur le côté meneur d'homme de Patrice, Philippe, tu penses que ça peut le faire avec les joueurs? Là, on a parlé de sa compatibilité avec le club, avec Jackie Lorenzetti et les adjoints. Avec les joueurs, ça va se faire? Ouais, j'y crois parce que d'abord, Patrice, il est quand même plus pédagogue que l'image qu'il peut renvoyer. Je pense qu'il saura parfaitement amener son staff avec lui, j'ai pas de doute là-dessus. Et puis les joueurs doivent aussi prendre leurs responsabilités. Là maintenant, ça leur appartient. La décision, Jackie Lorenzetti l'a prise, elle était pas facile à prendre. C'est toujours des décisions difficiles. Et du coup, un peu cher en plus. On va dire que je reviens toujours à l'argent, mais quand même, malgré tout, ça coûte quand même très cher puisque il faut faire le chèque de la fin de contrat à Stuart Lancaster. Il devait lui rester 2 ans. À mon avis, il a signé 3 ans, donc il devait rester 1 an et demi à des niveaux de salaire qui sont très élevés, donc bien sûr ça a un coût, mais maintenant la vérité elle appartient aux joueurs sur le terrain. Il y a peut-être des choses à dire sur le staff, sur la façon dont ils n'ont pas assimilé le projet ou le discours de Stuart Lancaster, mais in fine il y a aussi des défaillances individuelles, de caractère, bien au-delà de la technique et du projet, et donc ça leur appartient maintenant de montrer un autre visage. Surtout qu'il était en contrat jusqu'au printemps 2027. Lancaster. Ah oui, je pensais que c'était plus court que ça. Donc 2027, un peu plus cher, hors taxe. C'est un chèque qui dépasse le million à l'aise. Il y a une autre question à se poser, est-ce qu'il va prendre son fils dans ses bagages? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'il va jouer autant? Est-ce qu'il va continuer de jouer? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Mais qui prenne ton fils dans ses bagages, ça n'a rien à voir. Ouais, en tout cas, on suivra ça, cette actualité du Racing qui relancera aussi et redoublera l'intérêt du top 14 quand on y reviendra, c'est-à-dire le week-end prochain. Un petit mot sur la suspension qui attend Romain Ntamak, Johan. Carton rouge, un bunker jaune qui devient rouge pour ce plaquage haut, moi que je trouve très accidentel, mais visiblement je suis plus dans l'air du temps. Est-ce qu'il va, ça vaut 6 semaines a priori? Non, ça vaut pas 6 semaines. Il a un casier vierge, ça va le ramener. Je pense que maximum 15 jours. Mais 15 jours avec un stage ramené à 1 semaine ou... Non, 15 jours avec 15 jours, je pense, avec le match du top 14, il va louper qu'une journée de tournoi à destination. Il sera là pour l'Italie le 23 février. Voilà, pour l'Italie, pour l'Irlande et l'Écosse. Voilà, pour terminer sur le Grand Chelem. Philippe Spanghero, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des circonstances atténuantes qui vont permettre à Romain Ntamak de ne faire qu'un mini break? Certainement. D'abord le casier, ça joue beaucoup. Puis la façon dont ils vont me plaider aussi. Moi, malheureusement, à la vue des images, je trouve que ce rouge, il est pas logique. Si on enlève le côté chauvin français, ce rouge, il est logique, pardon. Si on enlève le côté chauvin français venant d'un joueur étranger, à la vue des images, il y a rouge. Donc c'est assez terrible pour lui parce que à ce moment du match, etc. Ça le méritait peut-être pas. Et puis il revenait en équipe de France. Mais encore une fois, il a joué 186 matchs en professionnel, jamais un carton rouge dans sa carrière. Donc voilà, c'est un joueur qui dans l'attitude a toujours été exemplaire. Certainement, très certainement, ça jouera. Même si on sait que malgré tout, les commissions internationales sont toujours un peu moins indulgentes avec les Français qu'avec les autres. Donc il faut quand même être un peu prudent sur ça. Peut-être qu'ils vont tirer jusqu'à l'Irlande. Mais c'est ça, ça allait être ma question, Johan. Quelle est la composition de la commission de discipline? Est-ce que visiblement jusqu'au 8 mars, qui est quand même le match contre l'Irlande, est-ce que ça peut pas, non?
Rendez-vous mercredi pour savoir si c'est totalement impartial ou pas cette commission. Parce que là, si c'est après l'Irlande, hein, écoute, on peut lancer tout. Les femmes, les enfants, on peut se lâcher sur cette commission de discipline qui est quand même incroyable. Ouais, mais en tout cas qui a marqué parfois par l'histoire, par des décisions. C'est pour ça. Parfois, on attend cette décision avec impatience. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de risque. Un jour, pour moi, c'est grand maximum parce que voilà, il a un casier vierge, c'est un jeune qui a toujours été exemplaire et voilà, il faut qu'il plaide sur ça et ils l'ont très bien fait déjà. Ouais, on le souhaite en tout cas. Est-ce qu'il y a un point, Philippe, sur lequel tu veux revenir avant qu'on reçoive notre premier invité, Pierre-Henri Broncan? On va se projeter sur la Pro D2 et sur le crunch, puisque vous le savez, Pierre-Henri a entraîné à Bath notamment. Philippe, dernier point avec sur l'équipe d'Angleterre aussi, non? Avec Eddie Jones. Il est très proche d'Eddie Jones. Je suis pas certain qu'il était dans le. C'était dans l'Australie. L'Australie. Là, il y aurait eu qui je suis, je gagnais encore. Voilà. J'ai gagné. T'étais pas là samedi, j'ai gagné. Hein. Ah bon, mais c'est toujours pareil, ça c'est sûr. Hein. Ah bah si t'étais tout seul à jouer, forcément. Je veux pas dire. Mais non, mais je m'arrête très rapidement sur la mise à l'écart de Damien Penaud et de Boudehans, qui sont des éléments a priori importants. Donc, il devrait pas y avoir de soucis. D'après ce que j'ai lu, un entretien de William Servat qui était assez rassurant sur leur état de santé. Mais voilà, dans les news, il y a ça quand même parce que c'est deux éléments importants. On reviendra, je pense, sur ce qui attend les Bleus, mais il va falloir. Philippe, je sais pas si tu as vu, on a vu le Max Lucu remplaçant. Ouais, il était parmi les joueurs remplaçants probables. Ouais. Et Tatafou et Colombe étaient hors groupe aussi. Ouais, ça veut dire que Nolan Le Garec est blessé ou au choix du staff? Quentin Cavani choix peut-être dans la composition du banc qui amène d'autres solutions. Je sais pas, vu que c'est Jalibert très certainement à l'ouverture, est-ce que ça change quelque chose sur le banc? Ouais. Bon, on aura le temps d'en reparler d'ici 21h. On va mûrir tout ça. On va en parler même avec Pierre Broncan dans un instant. Voilà, 20h15 sur l'antenne de Sud Radio, les vraies voix du rugby. Dans un instant donc, au programme un peu de Pro D2. C'est la reprise de la Pro D2 ce week-end. Et puis bien sûr, la deuxième journée du tournoi des 6 nations avec un certain match Angleterre-France. À tout de suite. Yoann Huget, Philippe Spanghero, toute l'équipe Sud Radio est là pour vous accueillir au 0826 300 300 et accueillir notre premier invité dans cette émission du lundi, l'émission qui revient sur toute l'actualité, qui se projette sur le week-end suivant. C'est Pierre-Henri Broncan, entraîneur de Brive, qu'on est très heureux d'accueillir. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct, de nous accorder ce temps. Donc semaine studieuse, semaine d'entraînement avant la reprise de la Pro D2. Exactement. Donc ça veut dire c'était hier. Reprise quand en fait pour se projeter sur ce prochain match? Je crois que c'est contre Soyons-Angoulême vendredi. On s'est entraîné hier, le dimanche et lundi. Aujourd'hui, avec un jour off demain et un entraînement mercredi, jeudi pour jouer vendredi soir contre Angoulême. Bon, le précédent bloc n'a pas été terrible pour Brive. Il y a eu notamment une défaite domicile contre Nevers. Est-ce que celui-là, tu le sens? Là, on a été un peu le pays de Galles du dernier bloc. On va essayer de monter au niveau sur le prochain, voilà. Ouais. Et tu l'attribues à quoi cette rétrogradation, puisque tu parles du pays de Galles du bloc? Qu'est-ce qui tu l'expliques comment, Pierre-Henri? Un peu tout, c'est un peu général. Après, on a quand même manqué beaucoup de combats dans le dernier bloc aussi. Et ça fait quand même, c'est l'essence même de notre sport. Donc, on va essayer de se remettre dans le combat, dans des choses très basiques du rugby, mais qui font gagner les équipes. Oui. On rappelle que vous avez à peu près 14 points sur le premier Grenoble. 61 points Grenoble, 47 pour Brive. Voilà, j'étais pas loin, effectivement. Quentin Cavanis. Ouais, moi j'ai une question justement, comment vous préparez le match là? C'est difficile sur les dernières semaines avec une défaite sur les 5 dernières rencontres et vous allez affronter la meilleure équipe à l'extérieur de la saison, Soyons-Angoulême. Est-ce que c'est un match que vous redoutez ou là la victoire de toute façon est tellement importante que peu importe, il faut y aller? On se concentre d'abord beaucoup sur nous, je dirais, parce que je répète, les dernières prestations n'ont pas été abouties, mais le dernier match à Oyonnax, par contre, lui, en termes de combat, de combativité, etc., a été bon. Après, malheureusement, on a été réduit à 14 très rapidement, avec un carton rouge qui ressemble beaucoup au carton rouge de Romain Tamac.
voilà, donc c'est les faits de jeu qui sont difficiles, sachant que bon, à ce niveau-là, on n'a pas la règle des 20 minutes, hein, on est encore sur des cartons rouges qui restent pendant toute la partie, donc voilà. Philippe Spanghero avec Pierre-Henri Broncan. Ouais, Pierre-Henri, bon, d'abord, toujours ce championnat quand même très compliqué à aborder, très long et difficile à manœuvrer. Il y a des équipes qui reviennent fort derrière. C'est quoi l'objectif en termes de points là, du nouveau bloc qui se dessine pour vous et pour préparer la deuxième partie de saison? Oui, c'est prendre le plus de points possible. Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Voilà, on a 3 réceptions et 2 déplacements. Donc, écoute, c'est un bloc assez long. C'est un match consécutif. Voilà. Donc, on a 2 réceptions consécutives d'abord avec Angoulême et Nice. On va essayer de regagner d'abord et ensuite de se remettre sur le bon chemin. Je pense qu'on n'est pas loin quand même, sincèrement. Les 2 dernières semaines, on a fait de très bons entraînements, sincèrement. On a récupéré aussi beaucoup de joueurs qui étaient absents ces derniers temps. Et voilà, avec hormis nos suspendus, tout l'effectif est pratiquement complet aujourd'hui. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Johan Huget avec Pierre-Henri Broncan, entraîneur de Brive dans les Brévois. Salut Pierre-Henri. Tu parles d'effectif, le petit Carbonneau, vous l'avez perdu jusqu'à la fin de la saison ou tu comptes sur lui pour la fin de saison? Non, je pense sincèrement qu'il va reprendre quand même assez vite. Il a été opéré de l'épaule, mais sincèrement, on a fait des gros progrès, je trouve, dans la chirurgie. Et lui est un garçon très sain, donc il a déjà quand même une très belle mobilité de l'épaule après seulement quelques jours. Et voilà, tous les 15 jours, il va être suivi par le chirurgien qui l'a opéré à Toulouse. Mais sincèrement, je pense qu'on l'aura rapidement sur le terrain. Ouais, je lisais que tu avais présenté ta démission après la défaite contre Nevers. Est-ce que c'est une idée qui t'a traversé l'esprit ou qui s'est, on va dire, enfin, qui t'a quitté depuis, je crois que c'était mi-janvier? Oui, c'est simplement savoir pourquoi on n'était pas combatif sur le terrain. Et si c'était un problème avec le manager, c'était pas compliqué de changer. C'est plus facile, on le sait très bien. Maintenant, voilà, je pense que les joueurs ont réagi, je répète. On a quand même fait un match très correct dans le combat à Unax, avec par contre beaucoup de fautes qu'on doit gommer. Mais aujourd'hui, sincèrement, je répète, je suis persuadé que les joueurs ont vraiment à cœur de faire un gros match dès vendredi soir contre Angoulême et de se relancer dans ce championnat. Match qu'on vivra bien sûr sur Sud Radio comme toute la Pro D2 que l'on suit toujours avec passion et grand plaisir. Pierre-Henri, tu parlais du carton rouge un peu similaire à celui de Romain Ntamack. Tu penses qu'il y aura les circonstances atténuantes? Là, on en parlait à l'instant. Voilà, pour l'ouvreur français dans les commissions de discipline très marquées par les anglo-saxons que tu connais pour avoir entraîné à Bath et pour être dans un club aussi très teinté british. Ils vont pas du tout aimer quand même l'attitude de Romain, même s'il n'y a pas de violence, tu vois, dans le geste, mais l'épaule qui va chercher quand même l'adversaire, ça ils vont pas du tout aimer. Et puis il n'y a pas du tout de bras qui fait office de plaquage, donc ça, je sais bien que les Britanniques vont pas aimer, mais ensuite il y a un casier vierge, voilà, c'est un garçon qui a une très bonne attitude, il faut déjà plaider coupable devant la commission de discipline, notamment qui va le juger, rempli d'anglo-saxons. Et à partir de là, je pense qu'il va s'en sortir avec un minimum de matchs de suspension. Philippe Spanghero avec Pierre-Henri Broncan. Ouais, une dernière question, Pierre-Henri, sur ce format de ce championnat. On a l'impression qu'il y a moins d'écart et que les budgets, on va dire, comptent moins qu'en top 14 quand on regarde le classement. Il y a beaucoup plus d'incertitudes. Est-ce que d'abord tu partages et par quoi tu l'expliques? C'est pas du tout le même championnat. Le top 14, c'est quand même tous les week-ends. Il y a très peu de pauses. Alors que nous, on a un championnat où, voilà, là on a un bloc de 5 matchs, c'est un bloc assez long, mais c'est pas énorme, quoi. Tu vois, en top 14, tu enchaînes des blocs de 10-12 matchs.
où les effectifs sont quand même mis beaucoup plus à contribution qu'en Pro D2. On est sorti de 15 jours de vacances, entre guillemets, à la Noël et premiers de l'an, tu vois. Donc c'est un championnat confortable, et donc quand tu as peu d'effectifs, je pense que tu es capable de jouer 2-3 matchs, 4 matchs avec le même effectif, et de récupérer, de reposer, de récupérer tes joueurs pour le prochain bloc. Donc c'est quand même différent du championnat top 14. Ouais, c'est effectivement bien différent, mais en tout cas l'objectif est toujours le même quand même, la remontée, Pierre. Oui, la qualification d'abord. J'ai essayé. Non, mais bon, on voit bien que l'an dernier, les matchs sont joués à rien. Van est monté, mais Grenoble aurait pu déjà monter la saison dernière, que ce soit sur la finale, que ce soit sur le match de barrage aussi, contre Montpellier. Donc voilà, c'est les phases finales, les matchs sont complètement différents quand tu arrives en phase finale, mais il faut y arriver déjà en phase finale. Et ouais, effectivement. Johan, avec Pierre-Henri Broncan, ton micro, Johan. Pardon, excusez-moi. T'as été perturbé. Vrai professeur. Non, Pierre, quand tu vois le match, je rebondis sur le tournoi destination, mais quand tu vois le match des Anglais, tu penses qu'on peut rivaliser là-bas? Tu penses que sans Romain, on a la capacité de... Ouais, parce que j'ai l'impression que ces Anglais reviennent très fort depuis cette tournée de novembre. Donc voilà, ton point de vue sur cette équipe anglaise et ce que tu attends de nos Bleus en Angleterre. Moi, je pense que les Anglais, on peut rivaliser tout simplement parce que déjà, ils n'ont pas la profondeur d'effectif qu'on peut avoir en France. Le banc anglais était très faible la semaine dernière en Irlande, même si on récupérait Jimmy George au niveau du poste de talonneur, mais il n'y a pas un demi-mêlée remplaçant de bon niveau. Ils n'ont pas un pied droit sur le banc de bon niveau, un pied gauche même du même niveau que Genge, qui est obligé de faire pratiquement tout le match. Donc voilà, ils ont sur les 80 minutes, on a vu Tom Curry finir complètement mort à la fin du match contre les Irlandais. Oui, c'est tous morts. Mais par contre, voilà, je pense qu'ils ont dépensé énormément d'énergie dans cette rencontre, avec un jour de moins de récupération que les Français, un match que les Français se sont rendus faciles, le match contre les Gallois, mais c'était pas du tout la même intensité. Donc je pense qu'on a cet avantage-là de la fraîcheur et de la grosseur de notre effectif, parce que même si on n'a pas Romain Tamac demain, on a quand même en France un effectif certainement avec les Sud-Africains on a les deux plus gros effectifs du monde aujourd'hui, tu vois. Toi, enfin, si jamais Jalibert est titularisé à la place de Romain Tamac, est-ce que qu'est-ce que ça change, toi, avec ton œil de technicien? C'est pas Dupont, c'est Jalibert. Mais non, mais qu'est-ce que ça change en tout cas ça va rien changer. On a vu pas mal Oli Loren s'attaquer Prendergast contre l'Irlande. Est-ce que du coup il faut faire un aménagement par exemple défensif ou pas? Prendergast, c'est pas la même expérience que Mathieu Jalibert. Aujourd'hui, on parle de Prendergast, c'est un tout jeune, il sort des moins de 20 ans irlandais. C'est un garçon assez frêle. Mathieu est plaque. Hein. J'ai pas de match du haut niveau, mais Mathieu Jalibert, c'est une autre expérience, un autre joueur. Donc je pense pas que les Anglais puissent mettre de la pression sur Jalibert. Ils mettront beaucoup de pression sur le fond du terrain, sur le jeu au pied haut. Sur Thomas Ramos notamment avec Freddie Stewart. Voilà, ils vont utiliser ce genre de jeu au pied, de pression. Et après, ça va faire un beau duel. Marcus Smith et Jalibert face à face, c'est un beau duel de numéro 10 avec un peu similaire, des vrais attaquants et des joueurs de 1 contre 1, d'initiative aussi. Donc voilà, ça va être ça. Après, Oli Lorenz, ils ont mis beaucoup de pression sur le numéro 10 irlandais, mais qui est un jeune joueur, je répète, et qui a peu de vécu au niveau international. Philippe, avant de libérer bien sûr Pierre-Henri Broncan, et toujours pour se projeter sur ce tournoi et cette deuxième journée Angleterre-France. Ouais, Eddie Jones, que tu connais bien, a déclaré là après le match Angleterre-Irlande que l'Irlande et la France étaient vraiment au-dessus. Est-ce que tu partages et qu'est-ce qui fait les grandes différences entre nos deux équipes selon toi?
J'ai bien aimé l'Écosse aussi quand même, sincèrement. Offensivement, j'ai trouvé quand même l'Écosse qui est une équipe très très structurée avec un numéro 10 qui est certainement le meilleur du monde, capable de tout, de déchets aussi. Après, nous, l'Irlande, c'est une sélection nationale qui travaille toute l'année pratiquement ensemble, parce qu'on sait très bien que la majorité de cette équipe joue au Leinster. Donc, ils bénéficient d'une grosse expérience collective, grosse expérience du très haut niveau. Une équipe qui change très peu de joueurs d'une année sur l'autre même. Et la France, la France, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette richesse d'effectifs. On a quand même un championnat top 14 qui est très dur, mais qui permet à nos joueurs français de se tester tout le week-end et d'avoir des certitudes ensuite au niveau international. Et puis on a quand même les dernières années, ce sont des équipes françaises qui sont championnes d'Europe aussi. Ça veut dire qu'on domine quand même le niveau européen aussi. Grâce à ce championnat top 14. Donc voilà, je pense qu'en hémisphère nord aujourd'hui, oui, c'est entre la France et l'Irlande. Maintenant, l'Angleterre est en train de se réveiller. Je trouve qu'ils font un très gros travail sur les jeunes, sur les moins de 20 ans anglais, ils sont champions du monde quand même. Et les moins de 20, et ils ont retravaillé sur leur formation. Et aujourd'hui, ils vont, dans les années à venir, ça va être un prétendant aux 6 nations, mais également à la prochaine Coupe du Monde en Australie. Il y a 2 ans, les Anglais prenaient 53 points à Twickenham. Est-ce que ça va être un levier? Enfin, beaucoup l'ont vécu dans cette équipe qui sera alignée samedi. Est-ce que il y aura une réaction d'orgueil? Toi qui connais bien les Anglais. L'anglais n'aime pas le français déjà, donc il n'y a pas besoin de se rappeler 53 points. Voilà, c'est eux qui ont inventé le rugby, donc ils veulent bien te le faire comprendre. Et voilà, ils pensent toujours, ils ont toujours l'image du joueur de rugby français qui est un branleur, qui travaille pas et qui n'est pas physiquement apte à jouer à un match de haut niveau. Donc ils se sont trompés sur les dernières années. Ils ont pris souvent de haut l'équipe de France, notamment, je pense. Et je pense qu'aujourd'hui, ils craignent beaucoup cette équipe de France. Et ça, c'est pas bon, parce que quand tu crains une équipe dans le rugby, souvent, t'es performant. Ouais, à suivre en tout cas. Merci Pierre-Henri. Bonne reprise en tout cas avec Brive pour cette journée contre Soyaux. On le vivra samedi soir sur Sud Radio. Et puis voilà, on espère que nos Français brilleront encore à Twickenham. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, Louis Picamol sera avec nous en King Louis, comme tu le disais, Johan, bien sûr. Louis. Tout à fait, il sera avec nous juste après la petite pause. Avec vous, les amateurs de rugby, 0826 300 300, Johan Huget, Philippe Spanghero, toute l'équipe Sud Radio, bien sûr, est là pour accueillir Louis Picamol, notre deuxième invité. King Louis, on le disait, 82 sélections avec les Bleus, de 2008 à 2019. On est très heureux toujours d'accueillir Louis Picamol sur l'antenne de Sud Radio. Bonsoir Louis. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Et puis quand même, avant de parler de l'équipe de France, avant de parler de l'actualité, on a envie de te demander ton actualité, parce que je sais que tu es quand même coach des Crabos, non, je crois, du MHR. Cadet à la mercerie, presque. Cadet à la mercerie. Je crois que ça s'est bien passé. U16, c'est les U16. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait eu une victoire. J'ai vu les classements rapidement. Ouais. Il me semble... c'est ça, c'est bien passé. C'était contre qui? Ouais, là-bas. Contre Toulon, on a fait une première phase qui s'est bien passée. On entame la phase des playoffs qui a démarré samedi contre Toulon à domicile. Et donc on a bien démarré avec une victoire bonus. Donc voilà, on est bien rentré dans cette phase 2. Donc ça continue. Il y a le futur Louis Picamol ou le futur Julien Thomas ou le futur François Trinduc dans les U16 à la mercerie? Il y a quelques petites pépites. Maintenant, c'est encore un peu jeune, il faut leur laisser du temps, mais on a une belle génération. Ouais.
Bon, voilà, qui avait déjà brillé en Super Challenge à 7 il y a 2 ans, me semble-t-il, cette même génération de mémoire. Louis Picamol, donc 82 sélections. Angleterre-France, quand on te dit ça comme ça, juste, ça évoque quoi pour toi? Bon, toujours des bons souvenirs. C'est vrai que c'est des matchs un petit peu particuliers, surtout pour nous Français, qui avons toujours un peu ce match en tête. Et souvent, on dit qu'un tournoi réussi pour l'équipe de France, c'est une victoire contre les Anglais. Donc voilà, donc ça dérogera pas à ça cette année, même si l'ambition de l'équipe de France s'arrêtera pas à ce match contre l'Angleterre. Mais en tout cas, si on venait à gagner là-bas, on serait en bonne position pour faire un bon tournoi. Yoann Huget, je vous présente pas. Yoann Huget, non, Loulou, ça va? Non, on se connaît bien maintenant. Non, mais Louis a raison. C'est déjà, il faut gagner là-bas, et d'une fois que tu as gagné les Anglais, tu te dis c'est bon, on n'est pas trop mal dans le tournoi. Mais au vu de l'ambition des Français, au vu de ce qu'ils cherchent, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment gagner ce tournoi, pas plus que d'habitude, mais là ils ont les capacités. Il y a Antoine qui est là, le groupe est enfin en complet avec des joueurs qui sont à leur niveau de forme. Je pense à Greg Aldrit, comme on a Louis Picamol qui a fait un match extraordinaire, Antoine qui a fait un très bon match. Mais voilà, on a le seul petit bémol de cette rencontre-là sur une équipe, on va dire, relativement faible du Pays de Galles. Moi, j'ai jamais eu la chance de jouer face à une équipe aussi faible du Pays de Galles comme ça. Franchement, c'était incroyable de les voir sans répondant. Mais je dirais la paire de centre face à la paire de centre anglaise qui a vraiment dominé son sujet le week-end dernier. Mais là, c'est juste le petit bémol de notre équipe de France. Ouais, Louis, tu partages le point de vue de Yoann? Mais c'est vrai, je partage clairement son point de vue sur la faiblesse de l'équipe du Pays de Galles. C'était même assez triste à voir. Il y avait vraiment pas grand chose en face, donc j'ai du mal à tirer beaucoup d'enseignements de ce match, de voir quel est le réel niveau de l'équipe de France. Quand je vois l'Angleterre-Irlande du lendemain, j'ai du mal à jauger un petit peu, donc j'attends vraiment ce match de samedi avec impatience, de voir réellement où on en est. Mais effectivement, le match de la paire de centre anglaise a été solide, a été costaud. Maintenant, moi, je suis toujours de nature un petit peu optimiste, mais donc. Ils sont plus complémentaires, j'ai l'impression, Loulou. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ils sont plus complémentaires. Tu vois, Henry Slade et Lawrence. C'est sûr. C'est sûr, puis il commence à avoir distribuer, il peut. Ouais. Alors que nous, il y a Yoram qui fait c'est un combattant, c'est un mec de l'ombre, et Pierre-Louis Barassi qui est un peu quand même dans le même registre, j'ai trouvé, face au Gallois. C'est sûr qu'il y a moins d'alternance avec notre paire de centre que ce que peuvent proposer les Anglais. Et je pense qu'aussi il y a ce phénomène de Yoram et Pierre-Louis qui se découvrent aussi. Qui je ne sais pas s'ils ont déjà évolué ensemble, peut-être. Non, jeunes, c'est même pas les mêmes générations. Donc il y a aussi ce paramètre-là qui est pas anecdotique, et je pense qu'on sera encore dans cet état-là samedi en Angleterre. Mais on va dire que là. Tu penses qu'il pourrait pas mettre, excuse-moi de te couper, mais il pourrait pas mettre de porteurs pour faire 10, 12, 13 qui ont l'habitude d'évoluer ensemble? Ça peut être une option que choisit Fabien. Il a toujours l'habitude de faire des choses un petit peu. Mais c'est sûr qu'en termes de complémentarité, on retrouverait quelque chose qui a l'habitude de jouer ensemble. Loulou, tu peux finir, on aime bien finir. Non, mais il aime bien, on va dire, mettre des pieds de nez un peu à tout ce qu'on peut imaginer. Donc, mais j'ai envie d'imaginer qu'il va continuer là-dessus contre les Anglais. Mais effectivement, il amènerait un petit peu de complémentarité en mettant Nicolas Deporter, avec la tendance qui serait que Mathieu Jalibert démarre en 10. Maintenant, voilà, on verra bien à l'annonce de l'équipe mercredi, si je me trompe pas. Oui. Voilà, si on a ça, ou si on a une petite surprise dont Fabien a le secret. Philippe Sanguero avec Louis Picamol, notre invité dans les vraies voix du rugby.
Ouais, salut. Oui, alors plusieurs questions, mais peut-être pour revenir au jeu d'avant, on attendait beaucoup d'Olivier Roumain à ce poste de 4. Alexandre. Malheureusement, Alexandre, pardon. Ouais, ça, je le fais à chaque fois. Ouais, je le fais à chaque fois. Il a joué avec son père, c'est pour ça. Malheureusement, pour lui, je l'ai trouvé un peu en dedans sur ce match. Est-ce qu'il y a un sujet pour toi sur ce poste de 4 ? Parce que j'ai été surpris par la densité des Anglais. Alors même si après ils n'ont pas eu le banc pour tenir et ils ont lâché en deuxième période, j'ai été surpris parce qu'ils ont opposé aux Irlandais en première mi-temps. Est-ce qu'il y a matière à densifier ou pas ? C'est effectivement, les Anglais quand même sont quand même costauds devant, même si comme tu l'as dit, le banc n'était pas forcément à la hauteur de ce qu'avaient pu faire les joueurs qui ont démarré. Donc oui, il y a un sujet qui va se poser. Après, Alex, il a dépanné, j'ai envie de dire, au poste de 4. C'est pas son poste de prédilection. Il faut pas oublier aussi qu'il avait qu'un match depuis son retour de blessure. Mais je le vois bien redescendre d'un cran et effectivement peut-être densifier un peu sa deuxième ligne. Alors après, avec quel profil, quel joueur, je sais pas. Aujourd'hui, c'était Brennan qui portait la chasuble de titulaire. Voilà, après ça, c'est une option face à la densité anglaise, effectivement, de mettre un Joshua Brennan qui a une appétence quand même pour le combat et de faire remettre, on va dire, Alex en troisième ligne, là où il va peut-être apporter encore plus son talent à l'équipe et peut-être moins perdre d'énergie sur la phase de mêlée, les phases de combat qui quand même, quand on n'a pas l'habitude d'évoluer en deuxième ligne, puissent quand même pas mal d'énergie. Après, il amène des solutions sur le banc, Alexandre, parce que c'est vrai qu'en titulaire, s'il doit redescendre et si c'est Brennan qui est titularisé, Cross est indispensable. Bon, Aldrit est revenu à son meilleur niveau et tu as besoin quand même de la densité de bout de hanche. Après, ça pose une question en touche. Après, je pense que s'il prend l'option d'Alex Roumat en troisième ligne, il mettra forcément deux deuxième lignes assez solides pour justement compenser ce que peut amener un Boudéan par sa densité. Mais c'est vrai que l'option Alex par rapport à la touche, elle est quand même assez, voire très importante. Et vu qu'on n'a pas Thibaut Flamand, je vois pas Fabien se passer d'Alexandre sur ce match. Mais quand il y a Thibaut, qui annonce en touche alors ? François Cross, non ? Ou c'est Thibaut ? Je pense que c'est Thibaut Flamand. Le capitaine de la touche, c'est plus Thibaut que François ? Ouais, je pense, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ok. T'es pas Après, d'accord ? à Toulouse, c'est Alexandre, donc bon, c'est pour ça que en l'absence de Thibaut, je vois pas comment il ne pourrait pas mettre Alexandre sur le terrain. Après. Louis, on rappelle quand même que si on t'appelle King Louis, c'est aussi parce que tu as évolué un an en Angleterre, c'était à Northampton. Que penses-tu de l'évolution du rugby anglais ? On les a vus mal il y a 2 ans, notamment on se rappelle de ce 53-10 à Twickenham. Ouais. Comment tu vois l'évolution et est-ce qu'ils peuvent nous contrer ? Bon, alors les Anglais, il faut toujours s'en méfier. Chez eux, bien sûr, qu'ils peuvent nous contrer. Après, je trouve que le rugby anglais est quand même en grande difficulté. On le voit sur la Coupe d'Europe. Puis c'est souvent quand même des signaux forts avant le tournoi Destination. Comment postulent les équipes des différentes nations sur cette Coupe d'Europe et on le voit, les équipes galloises n'existent quasi pas. Les équipes écossaises sont dans le dur, les équipes anglaises sont en grande difficulté et il y a le Leinster qui s'accroche un peu. Et j'ai l'impression que ça reflète quand même un peu le niveau aujourd'hui des équipes nationales. Donc bien sûr que sur un match, ils peuvent nous inquiéter, mais honnêtement, si l'équipe de France joue à son meilleur niveau, comme disait, je crois, Johan tout à l'heure, on a retrouvé des joueurs en forme. J'ai du mal à imaginer une défaite à Twickenham. Maintenant, il y a plein de paramètres qui vont rentrer en jeu. En plus, je suis pas très bon en pronostic, mais honnêtement, quand je vois la domination du rugby français sur l'Europe actuellement, je vois pas avec les meilleurs joueurs dans les meilleurs clubs qui sont français. Voilà. Même avec la prestation des Anglais face aux Irlandais, parce que sincèrement on pensait qu'ils allaient fléchir et ils sont quand même revenus aller chercher un point de bonus défensif. En Irlande, on a joué là-bas, c'est pas rien. Quand même, la prestation qu'ils ont sortie sur ce match d'ouverture, moi ils m'ont impressionné sur cette sortie-là en tout cas.
Ouais, moi aussi. Non, mais c'est clairement, ils m'ont surpris. Je les voyais peut-être pas à ce niveau-là. Maintenant, après, comme je t'ai dit, pour moi, c'est très difficile de voir le réel niveau de l'équipe de France quand je vois la faiblesse de l'équipe du Pays de Galles. Je me dis que enfin, voilà. Même eux, je sais pas s'ils ont vraiment pu travailler sur le contenu de ce match parce que c'était en face, enfin, c'était le néant, quoi. Donc, ils ont tenu un quart d'heure après. Je crois que le staff était assez. Je crois que le staff était assez satisfait par le match et surtout par le calendrier, par l'idée de cette montée en puissance, parce que c'est vrai que la saison dernière, prendre l'Irlande comme ça à froid sur ce premier match, ça a fait mal aux têtes quand même très fortement. Ouais. Ça nous a suivi une partie du tournoi. Donc ils avaient l'air quand même contents du contenu. Pour moi, le seul bémol vraiment là sur ce point d'interrogation qui persiste, c'est sur les ballons hauts, et c'est sûr que ce sera un gros test ce week-end. Parce qu'on a encore des lacunes sur ce point-là. Et puis après, malgré tout, avec Jalibert à l'ouverture, on va prendre une grosse pression. Je l'ai jamais trouvé très à l'aise en équipe de France sur ce type de match avec l'adversité et cette défense très agressive, parce qu'en première période, quand même, les Irlandais, ils ont souffert, ils ont perdu leur rugby, ils ont été pris sur les zones de ruck. Jusqu'à la 60e, ils ont au milieu du terrain. Jusqu'à la 60e, les premiers changements anglais, jusqu'à la 60e, écoute-moi, on pensait qu'ils n'allaient pas pouvoir s'en sortir de ce piège. S'il n'y a pas Lowes qui fait 2 exploits sur son aile, ils sont pas très bien. Ouais, c'est vrai. Quel souvenir, toi, Louis, tu gardes de tes Angleterre-France? Parce que voilà, de très bons souvenirs, il t'a dit déjà. Ouais, non, mais d'accord, mais est-ce qu'il y en a un qui ressort plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce que aller à Twickenham dans ta carrière, c'est un truc qui est un peu à part? On va dire que celui qui me revient assez rapidement, c'est l'année quand j'avais fait l'année en Angleterre, parce que c'était pour moi une première fois au final que je me retrouvais face à des coéquipiers de clubs dans lequel j'évoluais, donc en Angleterre, et de les retrouver sur le terrain. Ça m'était arrivé très rarement au final, quand je jouais en France, de me retrouver face à des joueurs étrangers qui pouvaient évoluer avec nous dans l'équipe adverse. Donc c'est 2017. Et là, ça avait 2017. Ouais, il y avait Dylan Hartley, il y avait Courtney Lawes. Voilà, ça avait été un petit peu branché. Tuilagi, il jouait pas à Northampton? Non, Tuilagi, non. T'avais Tom Wood aussi, troisième ligne, qui était là sur ce match-là. Johan était remplaçant. T'es remplaçant là? Ouais, 19-16. Hein, ah ouais 19-16. Ouais, on perd 19-16. Ouais. Il y a Cyril Bay, il y a Willy Antonio. Titulaire, on aurait gagné. J'ai même pas le souvenir de ce match-là. Ah, il y a Gaël Ficou. Ah oui, avec Guinoves. Oui. Ouais, c'est un tournoi remplaçant. Ouais. J'étais un finisseur. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. J'étais un finisseur. Avec Guy, j'étais un finisseur. Ouais. Voilà, les finisseurs. Donc c'est le fait de jouer contre les coéquipiers que tu retiens le plus que l'ambiance ou la pression que met le public anglais, quoi. Ouais, oui, après franchement c'est pas le stade qui m'a le plus impressionné, honnêtement. Voilà, j'ai plus de souvenirs d'ambiance électrique au Millennium de Cardiff ou à Dublin qu'à Twickenham, donc parce que comme je disais tout à l'heure, et je l'ai surtout appris quand j'ai joué en Angleterre, pour nous, ce match a une importance vraiment particulière. Pour eux, c'est un peu moins le cas. Eux, leur gros derby, c'est souvent contre le Pays de Galles, parce qu'ils s'aiment pas beaucoup. Donc, comme nous, ça peut être pour les Italiens contre la France, quoi. Mais nous, on a nourri ce truc avec les Anglais, et moi, j'avais perçu ça quand j'avais joué là-bas. C'est un peu moins le cas chez eux. Voilà. Après, dernièrement, vu qu'on les bat quand même souvent, peut-être que ça s'est un peu inversé quand même. Ils ont pris 50 là. Ouais, ils en ont pris 50. Voilà, on y était, c'était sympa. C'est pour ça que je dis ça. Les Anglais, par contre, ils ont la mémoire qui est longue. Ils n'ont pas la mémoire courte. Dernière petite question. Le danger, messieurs, à suivre, ou en tout cas le joueur qui vous... Non, moi je vais juste te dire un truc, François. Vraiment, le match piège pour moi, c'est le match en Italie. D'accord, troisième journée, match en Italie. Celui-là, il va faire attention parce que les Italiens vont se reposer et ils ont causé des misères l'année dernière. Et je trouve que c'est une très très belle équipe.
D'accord. Donc tu es plus serein avant Angleterre-France. Oui, parce que les joueurs vont être motivés. Bon. Mais là, tu rentres chez toi, une semaine de vacances, tu reviens un peu. Les Italiens ils vont être prêts. Ouais. Le joueur à suivre ? Ouais, le joueur à suivre, toi, Philippe et Louis, pour terminer. Thomas Ramos. D'accord. Et côté anglais ? Côté anglais, l'arrière aussi. Freddy Stewart. Ouais, Freddy Stewart. Sur les ballons hauts, il va avoir un vrai duel. Ouais, Philippe ? Côté français, Jalibert, hein, parce que ça va être un élément important du dispositif, et donc encore une fois, voilà, j'ai quelques doutes sur sa capacité à jouer sous cette forte pression. Et puis côté anglais, j'ai été vraiment impressionné encore par Itoje. Alors au-delà de son match, hein, mais ce leadership, l'impact qu'il a sur son équipe, voilà, ce qui fait la force aussi, ce qui fait que ces Anglais sont dangereux, c'est que ces joueurs cadres, ceux qui ont eu une période de moins bien, sont revenus quand même à un haut niveau. Et donc ils tirent l'équipe vers le haut. Donc moi j'étais vraiment impressionné par le match d'Itoje. Louis, pour terminer. Moi, je dirais Mathieu, pour le côté français, Mathieu Jalibert, parce qu'effectivement, il va avoir une certaine pression, mais c'est pas un joueur qui l'a subi énormément. Donc, mais j'ai hâte de voir le comportement dans le cas où il démarrait en numéro 10, le comportement après un petit peu toutes les histoires qu'il y a pu avoir autour de lui. Et Marcus Smith du côté anglais. Pour moi, le match va se jouer à ce niveau-là, à savoir, voilà, ces deux créateurs. Un qui a un peu plus d'assise sur son équipe parce que il s'est installé comme un titulaire avec Marcus Smith, mais ils peuvent détenir la clé sur un match qui sera assez cadenassé, je pense. Ouais, et qu'on va vivre bien sûr sur Sud Radio. Merci Louis Picamol d'avoir été avec nous. Merci à vous. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio, toujours un plaisir. Salut, Louis Picamol, donc ancien numéro 8, ancien 3e ligne du 15 de France bien sûr, et qu'on ne vous présente plus. Dans un instant, vous nous appelez 0826 300 300, on se retrouve pour vous aussi nous parler du crunch. À tout de suite. Avec vous au 0826 300 300 pour bien sûr se projeter sur ce match entre l'Angleterre et la France. Le crunch est dans 5 jours. Vous nous appelez donc et on est ravis d'accueillir Thibaut et Rodolphe sur l'antenne de Sud Radio. Bonsoir messieurs. Bonsoir la team Sud Radio. Merci d'être avec nous. Angleterre-France, vous dit quoi là, 5 jours du crunch, on va faire comme il y a 2 ans ou ça va être beaucoup plus dur, Thibaut? Moi je pense que ça va être beaucoup plus dur. Thibaut, tu peux jouer ce week-end ou pas? Non, malheureusement. Mais beaucoup plus dur gagner ou beaucoup plus dur Non, beaucoup. Je pense qu'on va gagner. D'accord. Bonus offensif ou pas? Non, je pense pas. Ah ouais, il est frileux. Mais c'est un crunch et je pense qu'ils ont placardé dans le vestiaire de Twickenham le score d'il y a 2 ans. Où ça? Dans les vestiaires du 15 d'Angleterre. Il est coquin. Thibaut. Oui, moi j'ai en fait pourquoi je suis un peu frileux, c'est parce que j'ai vu le match Irlande-Angleterre et j'étais impressionné de leur 8-2 devant. Surtout leur 3e ligne qui est avec les 2 frères. Les frères Curry. Et ils sont assez impressionnants. Et Itoje, bien sûr, fidèle à lui-même. C'est pour ça que je dis que la victoire va se faire entre 5 et 15 points. Quoi. Je vois ça à peu près. Moi, j'ai bien aimé la performance de Marcus Smith à tenir tout le match. Comme ça, il a été sérieux. Des fois, il sort un peu du cadre et je l'ai trouvé très sérieux sur ce match-là en Irlande. Ouais, mais bon, ça n'a pas suffi parce qu'ils étaient bien quand même en première mi-temps, mais ensuite ça a piqué du nez. Philippe, toi, tu crains. On en parlait certaines choses des Anglais. C'est bizarre. Moi, je crains qu'on soit un petit peu trop relâché entre guillemets inconsciemment, qu'on se dise que. Non, tu veux pas être relâché quand tu joues les Anglais. Non, mais enfin quand même, personne n'a l'air inquiet là. Je pense qu'ils sont très inquiets au vu de la performance des Anglais en Irlande. On se dire il y a vraiment du boulot pour pouvoir s'imposer là-bas.
Ouais, inquiet, je sais pas, mais concerné, ça c'est sûr, et concentré, c'est sûr, parce qu'en effet, c'est vrai que le match contre l'Irlande, il montre que les Anglais sont prêts, qu'ils vont nous opposer à autre chose. Donc non, je pense pas au relâchement. C'est vrai que dans la feuille de route, je suis assez d'accord avec Johan, parce que c'est vrai qu'on a en tête ce match contre l'Irlande en se disant que c'est a priori, on espère, la finale du tournoi et le match du Grand Chelem. Mais il y a ce match en Italie d'abord, et dans la feuille de route, dans la montée en puissance, il y a ça à aborder. Donc sur l'Angleterre, j'ai pas beaucoup de doutes, et puis la pression sera énorme, parce que sur les épaules du sélectionneur, là, ça commence à tirer. Ils ont qu'une victoire sur la dernière séquence de novembre. Ils ont enchaîné beaucoup de défaites, donc ils ont quand même. Il joue un peu son poste là. Il joue un peu son poste. Il y a beaucoup d'attentes. Ouais, la feuille de route de la fédération, c'est 4 victoires, je crois, pour Steve Borswick. Dans ce tournoi, il y a 5 matchs, il a déjà perdu. Donc, on va dire, il n'a plus trop droit à l'erreur. Thibaut et Rodolphe, Thibaut, qui tu crains côté, on le disait, Ben Earl. Quel sera ton pronostic, toi, pour ce samedi ? Je pense que ça va être une victoire de la France entre 5 et 10 points d'écart avec l'Angleterre. Ouais. Je vois pas plus. Non, je vois pas plus. C'est toujours le crunch, donc c'est toujours compliqué. Et puis on aime à les détester, et inversement, ils nous détestent aussi. Donc voilà. Donc moins ça fait plus. Hein, oui. ça peut faire un grand match. Rodolphe, on a vu quand même Antoine Dupont sortir assez tôt dans le match 50e. On a parlé d'une douleur au mollet. Est-ce que toi t'es inquiet ? Je suis pas inquiet spécialement, mais je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, les Bleus sont très concernés. À mon avis, s'il y a eu une satisfaction après le match du Pays de Galles, alors que c'était pas forcément un match de très haut niveau, notamment dû à l'opposition, c'est parce qu'il s'est passé exactement ce qu'avait prévu le staff, que Dupont est sorti en même temps que 6 autres joueurs, et que c'était... il parlait de feuille de route, donc c'était la feuille de route du 15 de France sur ce match-là. Donc je suis pas inquiet, je pense qu'il va jouer en pleine possession de ses moyens ce week-end, et que les Bleus abordent le match dans les conditions qu'ils avaient prévues. Ouais. Gagner 2 fois de suite en Angleterre, j'ai pas la stat, parce que mes 2 mémoires, en tout cas, moi je l'ai jamais vu. Il y a peut-être 80-83, mais là, voilà, ça remonte à très loin. Mais et c'était une piètre équipe d'Angleterre dans les années 80, mais sinon, en tout cas. Non, mais la victoire, elle va pas être facile, hein, ça c'est sûr. Mais on a les capacités avec un banc avec plus d'expérience que les Anglais. Oui, c'est vrai qu'il manque de profondeur, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais ça s'est vu quand même contre l'Irlande, et ils ont décroché quand ils ont fait tourner. On a autre chose quand même à opposer en termes de banc et de profondeur d'effectifs. Bon, c'est aussi la limite du rugby anglais qui est en difficulté. Et puis réitérer la même performance qu'en Irlande, c'est pas non plus facile. Messieurs, non. Dernier tour de table avant de se quitter, avant de laisser la main à Jacques Plessis pour les clés d'une vie. Pronostic et l'homme du match. Tiens, Johan. Pronostic 24-22. Et pour la France. Pour la France, bien sûr. Et homme du match, Pierre-Louis Barassi. Très bien. Philippe Fanguero. Je vois un 27 à 21 pour la France, et homme du match, Thomas Ramos. Thibaut. Victoire de la France 25-20. Homme du match, Jalibert. Ouais. Ah, ça c'est beau ça. Rodolphe. Ça c'est beau. Victoire de la France 29-22, et homme du match, Damien Penaud. Ah ouais. C'est pas mal. S'il joue, hein. On n'est pas sûr encore. Il a été annoncé qu'il revenait mercredi. Rodolphe de Clermont, forcément. Il va directement d'Angleterre, apparemment. D'accord. Rodolphe de Clermont, donc il a peut-être des infos. Ah, enfin, oui. Bon, il faudrait qu'il soit de Bordeaux pour en avoir des fraîches. Quentin. 18-15 pour la France et Movaca. Ouais, pas mal ça. T'es frileux, Quentin. T'es frileux. C'est fou ça. C'est un crunch, c'est ouvert. Ouais, c'est l'hiver. On vous remercie Thibaut, Rodolphe. On vous donne rendez-vous vendredi. Il y aura bien sûr la Pro D2, puis on rentrera dans le tournoi. On se retrouvera samedi après-midi. On sera à Twickenham avec Daniel Herrero, bien sûr, avec vous au 0826 300 300 sur Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Plessis, merci Johan, merci Philippe, merci à tous. Bonne soirée.